l'atténuation au changement climatique. Et pour chaque séquence, chaque parcours, donc on a 3 parcours, atténuation, adaptation, genre. Donc on a dessiné les parcours en se disant, premièrement, on vous propose de comprendre un peu les enjeux de la thématique pour Maurice. Donc l'enjeu ici de l'atténuation au changement climatique en 10 minutes, les enjeux et les perspectives de l'atténuation au changement climatique pour Maurice. Et après, dans ces séquences-là, vous aurez à voir aussi à nouveau qu'est-ce qui est éligible à ce bref dans l'atténuation au changement climatique. Et on vous apportera aussi des témoignages de porteurs de projets qui ont réussi à passer toutes ces étapes et qui feront beaucoup mieux que moi, tout simplement donc qu'un entrepreneur parle à un autre entrepreneur. Donc, pour commencer ce parcours, et je précise maintenant à tous ceux qui vont passer en individuel que je vais cadencer le parcours. Je suis batteur de formation. Et 10 minutes avec, les premières 10 minutes avec Kamlesh Dukaika de la Mauritius Renewable Energy Agency, Marina, qui est officer in charge actuellement de la Mauritius Renewable Energy Agency, et on va lui confier la responsabilité de nous partager sur l'atténuation au changement climatique et les enjeux et perspectives pour les Maurice. Et je te donne ceci. C'est parti. Merci Michael, merci d'avoir invité à confirmer mes slides à minuit 20. Je t'ai envoyé à minuit moins 5 hier soir. Alors j'espère pouvoir parler des attentes. Alors, Michael m'a invité pour parler un peu de l'énergie renouvelable parce que je représente la Marina, donc le Mauritius Renewable Energy Agency. Plus dessus plus tard, si j'ai le temps. Alors, pour commencer, pour mettre le contexte, l'énergie à l'île Maurice. Alors, ce qu'on fait dans ces types de présentations, on prend les données officielles de Statistics Mauritius, on le présente, comme ça on n'a pas de questions à pouvoir décoder après. Donc, voilà ce que j'ai pris des dernières statistiques officielles pour le Primary Energy Requirement à l'île Maurice. Donc, voilà les distributions. Le vert pour diesel oil, c'est pas moi, c'est Statistics Mauritius, mais l'idée c'est que 12,9% en renouvelable sur Primary Energy Requirement, avant les conversions, les transmissions, etc. Et ce qu'on peut trouver aussi sur ce document intéressant, c'est que le transport représente la grosse, plus de la moitié de la consommation énergétique de la République mauricienne. Donc voilà, avec les secteurs qu'ils ont catégorisés. Et l'apport d'électricité dans le transport, comme on le sait, est très minime. Et donc l'apport d'électricité dans tout ça, c'est plutôt sur le ménager, le manufacturing et commercial. Donc voilà un peu le tableau du secteur de l'énergie sur les territoires mauriciens avec les dernières données officielles. Donc, électricité dans tout ça. Électricité, les pie charts en haut, comme on voit en haut, donc renouvelable, ça passe à 20,7% en 2018, les derniers chiffres officiels. Reparti avec bagasse en grosse majorité. Donc c'est pas 14% d'énergie renouvelable, c'est 14% sur le total des 100%. Et suivi d'hydro et photovoltaïque, éolien et l'infilogaz. Donc, qui veut dire que la biomasse pèse très lourd sur l'apport en énergie renouvelable pour l'électricité. Donc, qui veut dire que avec le heavy fuel oil et le charbon, le secteur électrique mauricien est très heavily carbonized, right? Donc, le tableau du bas, c'est dans un rapport qu'on a commissionné avec le support de le PNUD et le Green Climate Fund. Je salue l'équipe du UNDP Mauritius qui est là, donc ils nous apportent un support à Marina, avec les experts consultants de Mercados. Donc ils ont, dans un rapport sur Institutional Framework for Electricity in Mauritius, Mapping,
ils ont pris les derniers chiffres de quelques mois de cela. Donc ça, c'est les capacités installées. Donc, qui veut dire que pour les renewable energy, le install capacity est à 19%. Pas production, hein, install capacity en mégawatts. Les chiffres bruts sont aussi là. Et répartis entre la CEB à 58% et les IPP à 42%. Donc, entre ces deux tableaux, on voit que la production d'énergie renouvelable sur le territoire mauricien est à 20,7% en production, gigawatt-hours, et en capacité installée à 19%. Donc, on peut faire mieux, on doit faire mieux, on va faire mieux. Comment faire? Donc, dans la première moitié de cette décennie, pour ceux qui se connaissent déjà, les deux documents principaux pour nous diriger, il y a le Government Programme de quelques semaines de cela a été publié de 2020 à 2024. Et ensuite, de quelques mois de cela, le Renewable Energy Roadmap, que certains d'entre vous connaissent déjà. Alors, qu'est-ce que le deuxième document? Je vais m'attarder sur le Renewable Energy Roadmap. Alors, j'ai fait exprès pour que ce soit petit, vous ne voyez pas, donc comme ça, je peux parler des chiffres. En 2020, ça préconise 25, j'arrive même pas moi aussi, 25,2%. Voilà, ça c'est plus pratique. 25,2% d'énergie renouvelable préconisée dans le mix énergétique électrique à l'île Maurice, avec des distributions comme suite et toujours l'apport en biomasse bien plus importante. À l'horizon 2025, on vise les 35% avec une augmentation, bien sûr, de la biomasse préconisée et aussi avec un gros apport du waste to energy qu'on voit vers le bas, à 4,2% pourcentage. Et à 2030, à 40% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, avec d'autres technologies parmi le offshore wind, les houles, et augmentation, voilà, offshore wind et éolien, voici, bien sûr, onshore wind. Donc voilà, ça c'est des documents qui est disponible sur le site du ministère de l'Énergie et des Services publics. Alors, ce qui est intéressant par contre, alors les chiffres déjà pour 2020, on est déjà en 2020, donc c'est très dynamique. Je vais lire ce qu'il dit au bas. This roadmap has been developed based on optimal RE targets and overall system costs in keeping with the commitments of Mauritius in its nationally determined contribution. Donc voilà, l'énergie renouvelable, c'est pour l'adaptation, c'est pour l'atténuation, c'est pour la réduction des gaz à effet de serre. Donc c'est notre contribution sous le NDC. Par contre, in view of significant technology developments and the possible, je dirais même likely, decrease of LCOE, c'est Levelized Cost of Energy, donc c'est prix de production par unité d'énergie des technologies. This roadmap will be updated every 3 to 4 years. Donc, l'idée c'est que les chiffres du tableau, ça peut être appelé à être mis à jour sur une base régulière. To take into account for any such changes. Donc, changes avec la technologie, les prix, les coûts. Alors, le document de gauche, j'ai pris quelques paragraphes intéressants pour nous, pour l'énergie renouvelable. The government will develop a biomass policy and encourage production of energy with bagasse through incentive to small barters. Donc, voilà ce que le gouvernement, dans son discours programme, a annoncé. It will promote research on new renewable energy technologies. Et là, je veux parler aussi du rôle de Marina. On est là pour soutenir la recherche, les projets innovants dans le renewable energy technologies. On a déjà des schemes que moi et Michael, on a l'occasion de présenter dans le passé dans ce cadre. Donc 145, c'est déjà une affirmation. 146, donc on est toujours avec le Carbon Free Energy Generation, avec l'affirmation de 40%. 147, 2 minutes, c'est bon. Merci. 47, donc il y aura des mesures d'accompagnement et budgetary measures and fiscal incentives pour arriver à ces objectifs.
Et les deux autres, bon, je vous laisse lire. Il y aura aussi des photovoltaïques et les consommateurs indépendants seront encouragés à avoir leur own solar PV farms, qui veut dire que peut-être il y aura d'autres productions au-delà de ce qu'on pense dans le roadmap. Et quelques mots sur Marena. Donc, peut-être beaucoup d'entre vous ne connaissent pas encore. On est relativement jeunes. Et nous, on situe bien notre rôle. Notre rôle, c'est bien sûr l'énergie renouvelable, mais soutenu par, en amont, Energy Efficiency, Management of Demand Side et Energy Conservation. Donc, on se situe bien. On sait que ce n'est pas juste au niveau de Supply Side qu'on doit aborder le sujet, mais aussi du Demand Side. Donc, une entité, une agence gouvernementale sous le ministère de l'Énergie avec les objectifs cités. Et nous aussi, on a développé plutôt une in-house strategic plan qui, c'est sur notre site web, qui va soutenir et accompagner le roadmap et la vision gouvernementale avec des différents strategic goals et parmi le transport que j'ai mentionné au début, qui reste un gros secteur à décarboniser. Voilà. Merci, Michael. J'ai peut-être moins de 10 minutes. Voilà. C'est parfait. Merci. 9 minutes 30. Merci. Merci, Kamlesh, pour cette intervention. Et effectivement, une intervention qu'on lui a demandé de faire à l'avant-veille. Étant donné que Dinesh Swarup, qui devait être aussi avec nous, a eu un contretemps. Donc, merci de nous avoir partagé enjeux et perspectives sur l'atténuation. Ce que je propose avant de passer la parole à Philippe Betin, c'est de prendre quelques questions qu'on a vues là, qui apparaissent sur Slido. Pour ceux qui ont raté ça, on vous expliquera peut-être à la pause. Donc, juste Vimal, très rapidement, si tu peux juste me dire quelques questions. Oui, effectivement. Donc, on a eu pas mal de questions sur Slido et je vais répondre à celle qui a eu plus de likes. Donc, la première question, c'est sur isolation thermique. Donc, pour vous lire, est-ce que les travaux d'isolation thermique de bâtiments existent afin de réduire la consommation d'énergie, peuvent bénéficier de financement vert? C'est ça la question. Ok, donc isolation thermique bâtiment. Ce que je vous propose, c'est la séquence dans 30 minutes. Donc, on vous répondra très clairement. Je dis oui. Mais vous verrez aussi très clairement dans la séquence dans 30 minutes sur bâtiment vert. Oui, ok. Alors, on ne répond pas aux questions, mais celle-ci, c'est clair. Oui, la prochaine, c'est sur les taux. Donc, l'euro est valorisé en Europe à des taux excessivement bas, 1 à 2%. Ici, les taux sont au niveau bancaire, soit à 6%. Quelqu'un veut réagir directement là-dessus ? Au-delà de ça, je crois qu'il y avait aussi, la question était aussi orientée sur la gestion du risque et de la garantie. Il y avait une question similaire aussi, pas simplement de taux, mais la gestion du portefeuille, enfin du projet par rapport au profil du client. Donc je ne sais pas si... Ouais. Juste pour lire, Michael, la question que tu fais mention. Donc, pourrait-on envisager sous Sunref 3 que les banques demandent moins de garantie, exemple sponsor support, aux porteurs de projets issus de l'industrie? Okay. Alors pour la première, les taux en euros, effectivement, c'est déterminé par les banques en ligne avec leur coût de financement. C'est une première chose. Deuxième, par rapport aux garanties, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure là, Michael, par rapport à comment les banques traitent les requêtes des porteurs de projets, alors il y a un critère qui reste, c'est la viabilité financière et la solvabilité du porteur de projet, qui est comme un prix classique, comme on l'a évoqué tout à l'heure là, parce que l'offre Sunref est effectivement une offre commerciale. Alors, de ce fait, quand nous analysons une demande de prêt, effectivement, nous avons d'un côté les critères financiers justement pour une demande de prêt classique, et nous ajoutons à la perspective la viabilité économique et environnementale et sociétale du projet. Ce qui fait que, dépendant de la nature du projet, on va demander des garanties et on peut considérer, dans certains cas, de par la structuration financière du projet. Mais
tout projet est un cas en lui-même. Merci. Il y a beaucoup de questions sur la plateforme, hein, donc, mais comme on voit que ça va être répondu au cours de la journée, on ne répond pas forcément maintenant. Il y en a une dernière peut-être, c'est intéressant sur le régional. Oui, est-ce que Sunref 3 financera des projets vers Seychelles? Seychelles, régional ou autre pays. Je ne sais pas si l'AFD veut clarifier cela. Aux Seychelles, sauf si André, tu veux répondre. Aux Seychelles, le mandat d'intervention de l'AFD est un peu limité, puisque les Seychelles sont considérées comme un pays à revenus élevés. Sunref Maurice peut permettre des financements dans la sous-région, sauf à La Réunion parce que territoire d'outre-mer, et aux Seychelles parce que territoire à revenus élevés, dans lequel le mandat de l'intervention de l'AFD est extrêmement limité. Donc c'est possible de le faire dans des pays de la sous-région, au Mozambique par exemple, mais pas aux Seychelles et pas à La Réunion. Merci, c'est clair. Ce que je vous propose, c'est de passer avec l'atténuation. Qu'est-ce qui est éligible? On décortique à peu près dans le détail, vu que moi j'en ai fait juste une bande-annonce. Philippe Betin, coordinateur général de notre assistance technique, basé à l'île de La Réunion, ex-directeur de l'Agence de développement maîtrise de l'énergie à La Réunion. Et donc, c'est notre coordinateur général de tous les experts que vous avez ici. Philippe, merci. 10 minutes. Oui. Et rappelle-toi qu'on a dit que tu gagnais quelque chose à la fin. Oui, et j'y tiens. On ne dit pas quoi, seulement. Non. Oui, pardon. C'est le bouton vert, c'est ça? Merci, Michael. Donc, je dirais l'atténuation s'exprime au travers de deux composantes. D'une part, les énergies renouvelables, d'autre part, l'efficacité énergétique. On verra qu'il y a aussi une thématique nouvelle qui apparaît dans Sunref Maurice, qui concerne la mobilité électrique, pour l'essentiel. Alors, sur le premier thème, énergie renouvelable, bon, je pense que la présentation de Michael a déjà survolé ce sujet, puisque Michael a déjà listé les secteurs d'activité qui peuvent bénéficier donc de financement Sunref. Bien sûr, donc ici sur ce slide, vous avez la liste de ces technologies, énergie renouvelable. Le solaire photovoltaïque joue un rôle clé ici à Maurice, aujourd'hui. Il y a toujours une dynamique sur ce secteur, mais vous avez d'autres filières qui méritent aussi d'être encouragées, en particulier la biomasse dont on vient de parler à l'instant dans l'exposé précédent. Et puis il y a des technologies peut-être moins matures comme énergie marine, mais qui ont aussi un potentiel. En pensant là, sur ces technologies-là, plutôt à la production de froid, par exemple, plutôt que la production d'électricité. Il y a des idées de projets actuellement dans l'océan Indien, et en particulier ici à Maurice aussi. Alors, deuxième thème, l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est une activité fondamentale, je dirais, dans le domaine de l'atténuation. Il faut réduire ses consommations, être sobre, je dirais, c'est la première démarche, avant même peut-être de développer les énergies renouvelables, je dirais, si on veut hiérarchiser un petit peu les actions. Donc là aussi, Michael a déjà parlé du contenu de ce slide, donc je vais passer assez vite. Donc vous avez des investissements dans l'existant, parce qu'il y a des besoins relativement importants de rénovation d'installations industrielles ou tertiaires, ce qu'on peut appeler brownfield. Donc là, l'exigence, c'est 20% au minimum de réduction des consommations d'énergie. Et il y a un autre critère complémentaire qui vise à chiffrer l'impact du programme en termes d'économie, mais cette fois-ci sur les coûts induits du programme en question. Et il faut que ces économies d'énergie représentent au moins 50% des coûts induits par l'investissement. Parce qu'il peut y avoir d'autres sources d'économie par ailleurs. Donc ça, c'est les deux critères clés. Et là, une fois de plus, tout ce qui est investissement sur l'existant est quelque chose de très important. Maintenant, il y a aussi des projets neufs qu'on peut qualifier de greenfield. Donc là, on a plutôt une analyse au cas par cas sur la base des meilleures technologies disponibles sur le marché. Et on veut donner un focus particulier,
mais ce n'est pas exclusif, je dirais, d'autres développements, d'autres projets. Le focus est donné sur le secteur industriel et tertiaire, et en particulier sur 2 grands domaines que sont la climatisation. On voit tout le potentiel qu'il y a en matière d'économie d'énergie sur la climatisation, et le froid, la chaîne du froid, donc froid positif, froid négatif. Et là aussi, la rénovation des unités existantes est un sujet clé. On le voit à Maurice, où fleurissent plusieurs projets majeurs dans ce domaine. Bon, les projets de cogénération peuvent être aussi considérés, donc production combinée de chaleur et d'électricité, ainsi que la conversion énergétique des déchets, qui est un sujet qui est largement débattu, je pense, dans nos îles et en particulier à Maurice. Alors ça, c'est un slide qui est largement partagé avec les entreprises de l'efficacité énergétique. C'est quelque chose qui a déjà été élaboré à l'occasion d'autres réunions, mais que je représente ici. Donc là, vous avez sur la partie gauche, je dirais, les secteurs cibles. Donc je ne vais pas les rappeler. Elles sont là sur le slide. Donc on voit par exemple la grande distribution, on voit le tertiaire, les bureaux, l'industrie, bien sûr, avec la nécessité de rénover. Et puis sur la partie droite, vous avez les pistes d'action. Donc il y a des grands domaines dans lesquels on peut agir pour faire des économies d'énergie. La climatisation est un sujet clé, comme je l'ai dit tout à l'heure, le froid également. Donc ça va nous guider un petit peu, ça nous guide dans les pistes de solutions à apporter pour promouvoir l'efficacité énergétique. Donc je ne passe pas plus de temps sur ce slide, je pense que ça parle assez. Alors la mobilité électrique, tout à l'heure je disais la mobilité électrique, c'est un nouveau sujet dans le cadre de SONREF, et en particulier de ce SONREF Maurice, dans le cadre de l'atténuation. Donc il s'agit là de développer, je dirais, de nouveaux moyens de mobilité en utilisant donc l'électricité, avec un objectif qui est de remplacer des véhicules thermiques par des véhicules électriques. Et là, l'idée, c'est de cibler l'action sur des flottes d'entreprises, des sociétés de transport, par exemple de personnel, enfin de personnes, et des compagnies de leasing aussi qui interviennent sur ce marché. Et là, qu'est-ce qui est éligible dans ce domaine? Eh bien, c'est donc les véhicules, c'est les bornes de recharge. Donc, c'est tout ce qui est dans la chaîne un petit peu électrique qui va permettre de recharger ces véhicules. Donc, c'est des investissements qui sont conséquents. Alors, il y a une préoccupation évidemment qui est importante, c'est la fin de vie des batteries. Qu'est-ce qu'on va faire in fine de ces batteries qui ont une durée de vie plus ou moins longue? Bon, mais c'est des batteries de nouvelle génération, donc il faut penser déjà, je dirais, au recyclage, de ces batteries, pas forcément à Maurice, des recyclages qui peuvent se développer sur d'autres territoires. Alors, autre critère, les véhicules de luxe ne sont pas éligibles. Bon, je pense que c'est assez compréhensible. Et les véhicules des particuliers, pour l'instant, n'entrent pas dans le champ de l'éligibilité, comme vous le voyez ici sur ce transparent. Voilà, je crois que c'est tout. Merci Philippe. Quand on dit véhicules des particuliers, c'est les véhicules... les véhicules... personnels, c'est ça. Je cherche le tonnage, mais bon, je ne sais plus. Et donc les véhicules, quoi qualifiés de particuliers, ne sont pas éligibles. On ne veut pas prendre un projet d'un particulier. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, des flottes de véhicules et donc des flottes de véhicules en leasing avec une agence de leasing, enfin une compagnie de leasing, ça, c'est éligible. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est ça qu'on voulait préciser par rapport peut-être à ce point, cette phrase qui n'était pas suffisamment précise. Mais effectivement, la partie mobilité électrique est une des nouveautés de cette phase 3 de SONREF. J'ai vu les questions qu'il y a sur Slido. Ce sont des questions qui sont aussi... déjà, on s'engage à répondre à vos questions en post-événement. Voilà, à vous donner des éléments de réponse, puisque vous avez écrit et on s'engage à le faire. Après, ce sont des questions qui concernent beaucoup stratégie, roadmap,
énergie renouvelable, des questions qui parlent de biomasse, d'éolien, de waste to energy. Enfin, la journée, on l'a voulu une journée, j'appelle ça une journée de terrain, excusez-moi, mais voilà. Donc on voulait vraiment avoir une journée Sunref où on décortique les critères d'éligibilité, on voit ce que le marché est capable d'apporter. Alors je suis d'accord avec vous que s'il n'y a pas un roadmap clair, qu'il n'y a pas un policy clair, vous n'allez pas investir dans les énergies renouvelables n'importe comment. Je suis d'accord, et on y travaillera beaucoup déjà avec Business Mauritius et on le fera encore avec les partenaires, les banquiers et l'AFD, en discussion avec les autorités publiques. Mais on ne va pas rentrer dans ces questions-là aujourd'hui. Et si vous voulez avoir des brides de réponse, on vous le donnera. Mais l'idée est vraiment, et j'espère que je respecte bien ce qu'on s'était dit en comité de pilotage, de rester sur Sunref et on décortique Sunref. On a une petite séquence sur le bâti et après on vous proposera d'avoir encore un temps d'échange. Donc on va demander à notre prochain intervenant. Non, je me trompe dans mon chrono, c'est bien ça. Donc c'est des témoignages de porteurs de projet. Merci de m'avoir aidé. Donc je laisse la place à monsieur Avinash Ramessar qui prend le micro. Le micro aussi. Bonjour à tous. Je suis content d'être avec vous ce matin. Nous allons démarrer la prochaine séquence et je vais donc... Nous avons prévu 3 intervenants sur la partie atténuation changement climatique. Notre premier intervenant est une institution historique du pays. Elle participe à l'éducation et à l'épanouissement de la jeunesse mauricienne depuis fort longtemps. Et donc, indirectement, elle participe aussi à l'économie mauricienne. Il s'agit donc de la CEDEC, le service diocésain de l'éducation catholique. J'ai donc le plaisir d'inviter Madame Gilberte Chung, la directrice de l'établissement, de me rejoindre sur le plateau et donc de nous faire part de son témoignage. Gilberte, bonjour. Je vous prête le micro, allez-y. Bien, bonjour tout le monde. Alors, ce qui va être différent, c'est que pour moi, ça va être une incursion dans le monde scolaire. Donc, au niveau du service diocésain de l'éducation catholique, nous sommes en charge d'un réseau de 58 écoles, 46 écoles primaires, 10 collèges diocésains, un collège technique. Donc là, je suis arrivée à 57 écoles sur un réseau de 67. Les 10 autres collèges appartiennent à l'Institut de Lorette. Je crois que certains d'entre vous ont été dans les collèges Lorette. Et à Notre-Dame, la congrégation des filles de Marie. Alors nous, depuis 2011, nous sommes sur un projet écologique. Il ne s'agit pas d'un projet, il s'agit plus d'un cursus scolaire, de notre curriculum. C'est imprégné dans ce que nous enseignons à nos élèves. Donc, éduquer à la cause écologique, en fait, pour nous, c'était relever un défi, c'était l'audace de marcher à contre-courant. Parce qu'avec une société surconsommatrice, il fallait apprendre aux enfants comment vivre autrement et avoir des gestes différents. Donc, c'est l'éco-engagement de nos écoles pour notre île et pour la planète Terre. Alors, ce qui nous a motivés, c'est quand même la lettre pastorale de 2011, comme ça fait longtemps, 2011, 9 années déjà, de Monseigneur Maurice Piat, qui est donc notre évêque. Et le titre de sa lettre de carême, à ce moment-là, c'était « Développer un nouvel art de vivre écologique ». Et peu après, en 2014, le pape François lui-même, il écrit sa lettre encyclique « Laudato Si », qui veut dire « notre maison commune ». Son message principal, c'est qu'il faut entrer en dialogue entre nous, les êtres humains, c'est nous l'humanité, nous sommes l'humanité, et qu'il nous faut être les gérants de la planète Terre. Nous ne sommes pas les propriétaires, nous sommes les gérants, et il nous faut laisser cette planète Terre pour nos enfants. Je vous cite peut-être la dernière phrase, là, la crise écologique, ce que Monseigneur Piat dit, la crise écologique est la manifestation d'une crise morale. Alors aujourd'hui, je suis avec vous, chefs d'entreprise, donc tous ceux qui pensent économie, business, mais l'évêque nous dit il y a un dérèglement de notre relation avec la création, avec nos frères humains et dans notre relation avec Dieu.
Alors, voilà un peu notre parcours. Vous voyez, j'ai fait un chemin avec plein d'arbres depuis 2011 jusqu'à 2019-2020. Et puis, on va s'arrêter sur le projet 2013 Sunref. D'accord? Donc, quand nous prenons connaissance de la lettre pastorale, nous commençons à initier un programme scolaire pour nos écoles. Et c'est le début de ce qu'on appelle notre Education for Sustainability Program. À la fin de ce parcours, on peut dire que nous avons formé nos éducateurs, nous avons même mesuré l'empreinte écologique de nos écoles. Sachez que donc nos élèves, surtout les plus grands dans les collèges, ont compris qu'à l'île Maurice, de la façon dont nous consommons, il aurait fallu 2,4 planètes. Déjà, nous consommons trop. Alors, imaginez maintenant les grands pays qui consomment 8 à 10 planètes. On pourrait dire qu'ils bouffent 10 planètes, alors que dans les pays d'Afrique, il n'y en a même pas un quart. Donc, voilà un peu cette disparité, ce grand débat. Et pour les enfants et pour les enseignants, ça a été quand même une prise de conscience. Une prise de conscience. Donc, à part la formation, il y a eu les tri des déchets. Nous avons commencé à parler du system thinking, donc de comprendre que tout fait partie d'un système. Pour ma part, moi-même, j'ai compris que quand on parle d'environnement, c'est aussi la société, c'est aussi l'économie. Donc, tout est lié. Et les enfants, les élèves eux-mêmes ont commencé à parler de éco-curriculum. Ils sont devenus des éco-agents. Enfin, c'était la mode éco. On peut dire que c'était la mode éco. Et les filles ont même organisé des défilés de mode éco. Quand il me reste 3 minutes, vous me faites savoir, monsieur. Alors, donc, pour vous dire quand même que quand on continue jusqu'à 2019, ce que nous voulons comme projet, c'est que au niveau de Common Home, notre planète Terre, peut-être avec nos 3000 enseignants pourraient se fournir d'électricité pour la voiture électrique. Peut-être que nos écoles auraient pu se fournir de tri de déchets. En ce moment, donc, nous en avons quand même plusieurs. Pour la photovoltaïque, maintenant, donc, nous avons déjà 40 écoles sur 67 au total, où nous avons installé des panneaux solaires. Des panneaux solaires avec une capacité, c'était 6 kW, 12 kW ou 18. Pas suffisant pour toute la consommation de l'école, parce que notre contrat avec le CEB, c'était 1/3 pour l'école, pour notre propre consommation, et 2/3 pour la vente. Peut-être nous dire un petit peu comment s'est passé l'accompagnement avec les banques Sunref. Voilà, donc nous arrivons aux chiffres. nous arrivons aux chiffres, et je vois là donc nos partenaires de la SBM. Sachez qu'en 2013, nous avons quand même inauguré la première école avec des panneaux solaires, donc les gouvernants de l'époque. Puis, voilà, status report. C'est ça ce qu'on Number of Schools Commission, 39, avec le bureau de chez nous, donc 40. Pour un total de 498 kW, avec nous, c'est 504 kW. Le coût total du projet, nous avons là notre partenaire de Lille, c'était 67 millions. Donc c'était Lille, votre partenaire, qui, oui, je vois Prakash Ramia en train de sourire. Donc, 67 millions, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va trouver les 60 millions? À cette époque, en 2011, les panneaux solaires, ça coûtait beaucoup. 2 900 €. On a demandé même à Prakash s'il pouvait baisser ce prix-là. Il a dit non. Prakash, voyons. Alors, 67 millions, comment trouver les 67 millions? Alors là, c'est quand même nos partenaires du MID à l'époque, Maurice Hill du Rap Fund, l'AFD, SBM, les différents ministères de l'environnement, de l'éducation et des énergies renouvelables. Cette dernière photo, c'est bon de vous dire que c'est un enfant de grade 7, c'est-à-dire de 11 ans, avec son papa, qui a confectionné cette petite maison avec un système de panneaux solaires. Voilà, funding. Alors, le MID Fund nous a fourni 17,5 millions. Nous avons pu avoir un loan de la SBM avec 48 millions. L'AFD, donc merci pour les 12% des 85% du coût total. Et la VAT, refund, dont nous avons quand même démarré avec une promesse de 80 millions, à savoir notre revenu mensuel pour la vente de l'électricité, c'est 227 500 roupies. Je vais vous expliquer pourquoi c'est si peu.
alors que notre remboursement mensuel, c'est 606 Alors, 000 il vous roupies. reste 2 minutes. Voilà. Excusez-moi. Donc, quelques photos. La production, nous avons eu une très bonne production parce que Prakash va être content, il va dire que nous, les produits venaient de l'Allemagne, etc. Mais voilà, je vais terminer avec ce slide. Les avancées. Donc, notre contribution pour une écologie verte avec nos 40 sites. Nous avons produit 3893 mégawatts d'énergie verte, produite depuis la mise en service. Ce qui fait quand même que nous avons quand même réduit l'émission de 3215 tonnes de CO2. Excellent. Donc c'est pas, c'est bien, très c'est une bonne production. Très bonne production. Alors la portée pédagogique, évidemment, avec nos 30 000 élèves, cela veut dire 30 000 familles et 3 000 enseignants. L'engagement de la communauté scolaire, la diminution de la consommation de l'énergie fossile et la réduction de la facture d'électricité. Il vous reste 1 minute. Et les défis, c'est le fardeau financier. Si demain, je vous dis franchement, si demain vous me dites d'installer encore des panneaux solaires sur mes écoles avec le même scheme, je vous dis non. Ça coûte trop cher parce que avec le PCR rate que nous avons, la facturation nette pour la phase 2 et la phase 1, ben, nous sommes en déficit. Parce qu'au départ, quand nous avons signé le contrat avec le CEB, on vendait à 17 roupies sur la première phase, c'est arrivé à 12 roupies 75. La deuxième phase, j'ai signé pour 4 roupies 50, je paye et c'est arrivé à 2 roupies 68. Et quand ma facture d'électricité arrive, puisque je ne consomme qu'un tiers et je vends 2 tiers, évidemment, il me faut encore prendre de l'électricité du CEB, je paye à 10 roupies. Donc, je suis à perte. Hein? Voilà. Et puis, le CEB ne nous paye pas la TVA, alors que moi, je dois payer la MRE 15%. Nous prenons la problématique. Vous prenez tout ça, hein? Vous prenez tout ça. Nous travaillons aussi pour essayer d'adresser cela. Alors, parce que pour vous dire, nos écoles, je souffre. Nous sommes en train de souffrir. Écoutez, en tout cas, nous sommes contents de vous avoir. Alors, entre-temps, sur 8 ans, ben, les toits ont commencé à couler. Quelques toits. Et qu'il a fallu donc les réparer. Ben, il y a toujours l'assurance. Maintenant, il y a toujours le renouvellement des équipements. Voilà. Merci beaucoup, Gilberte. Merci beaucoup. C'est à vous? Avinaj, avant que tu passes à la suivante, c'est-à-dire que, je le redis, hein, c'est des questions qu'on voit ici, mais j'apprécie l'ambiance décontractée, je le suis moi-même, mais je le redis encore une fois, toutes ces actions de policy dialogue, disons-le comme cela, c'est des choses qu'on doit travailler davantage à Business Mauritius, les services de l'État, et on le prend. Et avec tout le soutien qu'on aura de l'expertise technique de l'AFD et des banques, l'AFD apporte des projets, des études sur par exemple la bioélectricité, sur la gestion de l'eau, etc. au ministère. Donc on a du soutien qu'on peut aussi apporter. Et je pense qu'il faut aussi prendre en considération qu'il y a tout un champ d'expansion, madame, peut-être sur l'efficacité énergétique maintenant dans votre bâtiment, dans vos écoles. On est prêt à vous aider. S'il y a des fuites, il y a tout un champ d'expansion peut-être en adaptation à explorer. C'est-à-dire les énergies renouvelables, ça a un impact, mais il ne faut pas perdre de vue. Nous allons parler justement du bâtiment après cette séquence et ce sera l'occasion de voir ce qu'on est capable de faire sur le bâti existant à Maurice. Donc notre prochain intervenant est un fournisseur de gaz industriels et médicaux depuis 1959, donc c'est aussi un acteur historique du pays. Il a un rayonnement qui est par ailleurs régional sur ses produits et services. Il s'agit donc de Gaz Carbonique. Son directeur est un capitaine reconnu et respecté de l'industrie mauricienne. Et donc, j'ai le grand plaisir d'inviter Vincent Rogers à me rejoindre sur la scène. Alors, tiens, ça c'est à toi. Et Avinaj, on est d'accord que j'ai 1 heure 10 minutes là. Hein? Je chronomètre, Vincent. Qu'est-ce qu'une société? Je me présente Vincent Rogers, grand-père déjà 2 fois. Qu'est-ce qu'une société qui a fêté ses 60 ans, qui s'appelle Gaz Carbonique Limité, vient faire là? Gaz Carbonique Limité. Bon, aujourd'hui, on est un peu connu comme Gaz Carbo, mais il y a 60 ans, l'industrie qui était à ses premiers balbutiements avait besoin de CO2.
CO2 pour l'alimentation, CO2 pour la lutte contre le feu et CO2 aussi pour l'industrie. L'industrie, donc demandeur de ce CO2, importait du CO2 d'Afrique du Sud par bateau. On est dans la fin des années 50. Et un oncle à moi, qui était parmi les rares entrepreneurs de l'époque à faire du sucre ou être en train de fournir des produits et des services au domaine sucrier, il va voir ses clients potentiels et leur dit « Allez, je vais faire une usine à gaz à côté de chez toi. » Donc, on est à Phoenix. Pas fait de publicité pour mes clients, mais quand même, nous sommes à Phoenix, près de la prison. J'espère que ceci n'a rien à voir avec cela. Mais il confirme avec ses clients qu'en installant une usine à gaz CO2 à côté de ses clients seront super contents, puisqu'ils n'auront pas à organiser cette logistique qui comprenait des milliers de cylindres de CO2, de bouteilles de gaz, à être envoyées en Afrique du Sud et revenir. Nous sommes donc au début des années 60, et les usines à gaz de l'époque, qui fabriquaient du CO2 de ces normes, avec ces normes, étaient des usines qui brûlaient, et qui brûlent toujours d'ailleurs, du diesel. Du diesel, pas pour faire tourner des générateurs ou des boilers, du diesel comme matière première. Il fallait qu'ils fabriquent une fumée avec à peu près 15% de CO2, et son métier d'usine à gaz ou de responsable d'usine à gaz, c'était de tirer ce CO2, extirper ce CO2 de cette fumée pour la traiter sur place et en faire du CO2 alimentaire répondant aux normes extrêmement strictes des compagnies demandeuses de ce gaz de niveau international. Pendant 30 ans, cette technique, qui n'est pas juste une technique de l'île Maurice, mais qui est très typique des petits États comme ceux de Maurice, où nous sommes loin des grands fabricants industriels, a fait donc du CO2 en brûlant du diesel pour fabriquer du CO2 aux normes demandées par ses clients. Et pour faire simple, on est, 1 kg de CO2 va demander, je fais vraiment la version simple, un demi-litre de diesel. L'industrie sucrière devient l'industrie cannière et se diversifie. Et là, nous sommes dans les années 2000 et diversifie bien sûr dans l'énergie, diversifie dans les raffineries et diversifie aussi dans la fabrication de l'alcool à partir de la mélasse. Pour nous, et pour l'île Maurice, c'est un godsend. En étant fabricant d'alcool à travers la fermentation de la mélasse, il y a un sous-produit qui est le CO2 qui s'échappe des cuves. Et la manière green et moderne aujourd'hui de fabriquer du CO2 dans le monde entier, c'est de se plugger, je ne sais pas comment on dit ça en français, sur ces usines qui ne fabriquent pas du CO2, mais qui émanent, dont la fabrication libère du CO2. Donc, je fais la version courte et je salue au passage mes partenaires du groupe Omniken, avec qui aujourd'hui nous travaillons. Donc, l'industrie cannière a une valeur une logique de création de valeur qui comprend l'alcool, la fabrication d'alcool, et nous on vient se greffer dessus à côté d'une usine qui fait aussi des fertilisants. Et ce qui veut dire, pour faire simple, et d'ailleurs, on va faire la version simple de l'usine, parce qu'à l'intérieur c'est super compliqué. Pour faire simple, pour chaque kilo de CO2 que nous réussissons à récupérer de cette usine, c'est un demi-litre de diesel économisé dans notre bonne vieille usine de Phoenix. Alors, sans rentrer dans les secrets d'État, nous sommes aujourd'hui dans un marché régional d'à peu près 3000 tonnes de CO2, ce qui fait que la dernière année, ou l'année à venir, nous ambitionnons, en récupérant ce CO2 dans cette usine, d'économiser dans notre pays 1 500 000 litres de diesel. Bien sûr, l'usine à gaz du bon vieux temps existe parce que malheureusement, on n'a pas toujours accès à ce CO2 de récupération puisque lui-même, il est dépendant de l'industrie
enfin de la récupération des cannes, et qui dit récupération des cannes dit aussi récupération de mélasse pour la distillerie, mais l'enjeu est fondamental. Bon. Alors, justement, j'allais vous demander, Vincent, de nous parler un petit peu des contraintes économiques que vous avez aujourd'hui sur cette production de CO2, et qu'est-ce qui vous empêche finalement de passer à 100% de récupération sur... Non, mais c'est la mutation de l'industrie cannière, avec moins de cannes, donc il y a moins de mélasse. Le premier projet, puisque notre projet est déjà vieux de 5 ans, prévoyait 11 mois de récupération. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de parler aller dans le meilleur cas 9 mois, mais sans doute 8 mois de récupération. Ce qui veut dire aussi qu'on aura à se parler, Stéphanie, hein, très, très, très sérieusement là au déjeuner, parce que nous avons besoin d'augmenter nos capacités de stockage, augmenter notre capacité de récupération, pour justement tenir la demande des clients qui sont dans la salle, qui ont bien besoin du CO2 et qui préfèrent que ce soit vert. Pour faire simple, aujourd'hui, nous sommes en train de profiter de cet écosystème en servant mieux nos clients traditionnels, qui aussi sont demandeurs de produits verts, mais grâce, entre autres, à ce financement vert, nous avons réussi aussi à nous positionner comme une destination, comme un supplier régional contre les géants qui sont en Afrique du Sud, à Dubaï, à Singapour, et qui ont des beaucoup plus grosses usines à gaz que les nôtres. Et avec la logistique efficace dans la région, nous sommes aujourd'hui, et vous voyez là dans qui ressemblent un peu à des conteneurs de 20 pieds, nous avons aujourd'hui des clients de ce CO2 vert aux Seychelles, aux Comores, à Mayotte, à Madagascar et à l'île de la Réunion. Et nous ne sommes pas peu fiers. Bravo. Puisque d'une presque quasi-pollution, un CO2 qui allait en l'air, nous sommes en train d'avoir un produit extrêmement, je dirais, professionnel, techniquement aux normes internationales. Nous sommes reconnus par les grandes entreprises régionales pour la qualité de notre CO2. Et nous sommes en train d'exporter ce produit et donc de ramener des devises à l'île Maurice dont nous avons, bien sûr, extrêmement besoin. Merci beaucoup, Vincent. Je ne sais pas si vous avez Et quoi sujets supplémentaires à parler. Et quoi Des sujets supplémentaires à évoquer. Non, enfin, je veux dire, nous sommes une PME. Ok, je dis souvent, mais une grosse PME. Nous faisons vivre 120 familles, mais à côté de nous, beaucoup de nos partenaires comptent chez nous. Et c'est vrai qu'on peut se dire, je vous écoute là depuis ce matin et je vais jouer les prolongations aussi tout à l'heure, mais non, mais ce qu'on va faire, il n'y aura pas d'impact. Nous, c'est 3000. Qu'est-ce que c'est 3000 sur des millions et des millions dans le monde? Mais si, au lieu de s'asseoir et de ne rien faire, et encore pire de critiquer, si chacun d'entre nous, nous faisions une petite chose pour l'économie verte, une petite chose pour notre écosystème vert, et que nous étions nombreux à le faire, est-ce que l'île Maurice de demain ne serait pas quand même beaucoup plus verte, mais bien, bien plus durable? Et est-ce que là c'est le grand-père qui parle, est-ce que nos enfants et nos petits-enfants ne seraient pas fiers de nous d'avoir en 2020 et dans la décennie qui vient pris des décisions braves, peut-être compliquées économiquement, mais pour que le soleil brille un peu mieux pour eux et de manière plus durable. Merci beaucoup, dans 5, Vincent. 10 et 15 ans. Merci beaucoup. Voilà. Très beau message. Merci. Tu veux intervenir? Non, c'est bon. Alors, notre troisième intervenant, en fait, à vrai dire, n'a pas besoin de présentation. C'est un acteur incontournable de l'industrie mauricienne. C'est un pionnier engagé sur des innovations qui portent l'économie mauricienne pour beaucoup. Et donc, et c'est aussi un acteur social par rapport à ce qu'ils font. Je parle de la CMT et j'ai donc le plaisir d'inviter Jay Laifatfour, membre du conseil d'administration de la CMT, à me rejoindre pour parler du projet Sunref et de la CMT en général. Merci beaucoup d'être présent. Je t'en prie. Voilà. Ça, c'est pour toi. Avinash, j'insiste bien. 10 minutes. Jusqu'à présent, t'as bien joué le jeu. Là, donc, Merci. Michael. Tu veux me faire un café?
Donc, bonjour tout le monde. Donc, je vais faire ma présentation en anglais. Je crois que je suis le seul. Donc, ce matin, je vais vous présenter à la CMT un projet qu'on a fait avec Sunref dans les années 2012 et ce que le groupe travaille en ce moment pour être une compagnie plus durable. OK? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc la CMT, nous on produit. Sorry, we speak in English. So, CMT, we are a company producing basically garments. We are present in Mauritius, Madagascar, and Bangladesh. These are our manufacturing hubs, and we also have sourcing offices in Asia, and design and marketing offices in Europe. So we are a vertically integrated company. So meaning we start with raw fiber up to the final export of garment to our client. So every day we spin around 40 tons of yarn. Okay, we knit, we dye, and we finish around 60 tons of fabrics every day, and this is converted to around 170,000 garments per day. Okay, so this is roughly what we do every day in the company. And with Sunref in 2012, we started a project in our dyeing department. Today, our dyeing department is the second biggest consumer of energy in the group. Okay, it accounts for around 30% of the group total's energy requirement. And before the project with Sunref, the dyeing department was consuming 40% of the group's total energy, with a budget of, at the time, of around 250 million rupees per year, just in energy. So for those who are not familiar to dyeing, so what is dyeing? Basically, it's a pressurized washing machine, okay, to make it simple. So you input your grayish fabric, you put in some water, some chemicals, and some dyes, depending on which color you want to dye your fabric. You put in some steam and with electricity. And after a process of around 9 to 12 hours, you have your dyed fabric, and also you have wastewater, okay, which we need to get rid of. So one very important element in dyeing is the liquor ratio, okay? It's the amount of water that you need to dye 1 kg of fabric, okay? If a machine has a higher liquor ratio, okay, it means you need more water, okay? You need more chemicals, you need more dye stuff, you need more energy to heat up the bath, and you have, again, more waste at the end of a process. So with Sunref and AFD in 2012, we work on a low liquor ratio dyeing machine project, okay? It fell under the scheme Energy Efficient Investment, okay? And the project was to invest in 30 Thiess iMaster at the time, okay? It was a new technology which was just launched, okay? Where the liquor ratio was half of our machine that we had installed in the company. So we moved from a 1:12 to a 1:6 liquor ratio production park, okay? And the total project value was 4.3 million euros, okay? So what were the outcome, the impact? So on our consumption of HFO, okay, it was reduced by 35% when we convert that into CO2 emission. So it's 5.3 million kgs of CO2 less per year from our factories. And at the time, the price of HFO was 25 rupees, and it was a saving of around 40 million rupees per year, okay? And the second input is electricity, okay? So we reduce our energy consumption, electricity consumption by 22%, okay? Our water consumption was decreased by 41%. So when you decrease your input, you also decrease
the output of the wastewater. So when we amount this saving, it was around 21 million rupees per year. Okay, and in terms of dyes and chemicals, so we reduce our requirement for polluting chemicals and dyes by 61% per year. Okay, so this was a project that we did together with Sunref in 2012. Looking back 8 years now, okay, this project was key to maintain CMT's Mauritian operation competitive. In today's world, we are competing against big countries in like Bangladesh, Vietnam, Cambodia, where the cost of energy is much lower than what we pay here in Mauritius. And it also positions CMT as a sustainable supplier today. Since then, okay, we have continued our journey to be a more sustainable company. So I'll share with you a few projects on which we work. Before that, just some facts for you. Today, the fashion industry produces 10% of the world's carbon emission. Okay, it's more than all the airlines and all the sea lines together combined. So our industry is very polluting, if I may say so. And out of this 10%, 75% are produced in factories, meaning where we produce the fabrics and we sew the garments. So in CMT, we pledge to build more sustainable factories. So I'm just going to share one or two projects with you, if time permits. So in Madagascar, we are present in Madagascar. This is a sewing unit that we implemented in May last year. This is our first factory to be only powered by solar energy. And you may want to talk to us because there is now a Sunref Madagascar being launched. Yeah. We'll be interested to talk to you. I'm sad I didn't know about it last year. But in this project, we have installed a 50 kVA solar panel on the rooftop, and we have a whole building full of batteries to store the electricity. Okay, this site is 100% water self-sufficient. Okay, when we did the design, we built in a natural reservoir for the water. We built in all the infrastructure to harvest rainwater. We have boreholes, and we also install a water treatment. So all the wastewater is being treated and used for irrigation. Exactly. Okay. And also in the design of a factory, we try to maximize natural light. So on one floor, we don't switch on the light after 5 p.m. So, and this is a 100% insulated building because in Madagascar it can be quite hot during the summer. So this is one factory. So in Bangladesh, where we are also present, okay, this is a new spinning mill on which we are working at the moment. It's going to be operational in this year, in November. So 60% of our energy requirement will be from solar energy. Okay, the whole roof is going to be covered with solar panel, and we are going to produce around 3.4 megawatt of green energy to power our operations there. So in this factory, we need 3,600 LED light fittings, okay? And all of them will be connected to movement detectors too, because this is a fully automated mill, so we don't really need lights because robots are doing the job, so we need only lights when we are going to walk around. So this is why we decided to install movement detectors, okay? I think we are done. And this is in Mauritius. Okay, we are still present in Mauritius. In Mauritius, it's different to Bangladesh and Madagascar, where we are not. It's not greenfield projects, but in Mauritius, we ambition to create a zero carbon footprint infrastructure. So we're investing a lot of resources to optimize our current energy system and a lot of in energy recovery.
So, I mean, this is just to conclude. I'll just take one example. Today, the Inditex Group, Zara is the most profitable, the biggest retailer in the world, has created a label, Join Life, okay? And which means only sustainable factories can produce for this label. So in CMT today, more than 50% of our Zara production is for the Join Life label, okay? Meaning that the consumers are buying garments today are more conscious about the impact on our earth. And to conclude, I would say, for us in CMT, we firmly believe that sustainability will become a business imperative in the very, very near future. So all industries need to, to re-engineer themselves. Thank you, Jay. Thank you a lot. Thank you. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Thank you to all three speakers. I think I can speak on behalf of André to say that we have been proud to partner with you, and we are proud to partner with all the actors of industry in Mauritius who want to look after sustainability. Thank you. Merci Avinash. Alors, je vous propose de prendre une séquence sur les bâtiments verts, et après on aura une quinzaine de minutes pour échanger avec la salle. Il y a des questions sur la mobilité qui sont très intéressantes que j'ai notées et qu'on prendra juste après le bâtiment vert. C'est vrai que ce nouveau sujet, on vous a présenté des sujets de solaire photovoltaïque, d'économie d'énergie. Il faut encore en parler, mais vous avez le sujet en main. Mobilité, on prendra le sujet après. Et si vous pouvez me rendre un service, c'est d'aller, pendant la pause déjeuner, rencontrer ces trois personnes et de leur poser la question de quel est l'impact de Sunref dans leur projet, qu'est-ce qu'ils auraient fait sans Sunref, et qu'est-ce que Sunref a apporté. S'il vous plaît, si vous pouvez rendre ce service-là, et les harceler, à mon avis, il n'y a pas de secret d'État là-dessus, qui puisse vous dire juste le point de déclenchement, Sunref m'a aidé à aller plus loin. Je voudrais que Tony Lee, Luen Len, nous rejoigne. Pendant qu'il arrive, donc, on lui a demandé de nous partager des perspectives, enjeux pour le secteur de la construction bâtiment à Maurice. Et il intervient aujourd'hui à ce titre au titre de Green Building Council Mauritius. Et donc, 10 minutes, pareil, c'est parti. Merci Tony. Bonjour, merci Michael, bonjour tout le monde. Moi je vais parler un petit peu des bâtiments verts. Ça va être assez rapide. Qu'est-ce qu'est un bâtiment vert? Parce qu'on demande c'est quoi un bâtiment vert. Certains à l'époque pensaient que c'était que parce qu'on mettait du paysage, des plantes, etc. C'est un bâtiment vert. Et un peu de pub aussi pour les bâtiments verts, parce que le Green Building Council, on est une ONG qui promouvoit la transformation du secteur du bâti. Et par du benefit, c'est comment les green buildings correspondent aux DD, les Sustainable Development Goals, et un petit peu aussi sur les bâtiments verts, l'état des lieux à Maurice. Alors, pour faire plus facile, nous, en termes de l'organisation, pour éduquer les personnes sur ces bâtiments verts, on a commencé à faire, il y a 10 ans, de faire l'éducation sur le référentiel des certifications des bâtiments. Alors, les critères qu'on voit sur les bâtiments verts, c'est management, c'est comment on gère le chantier, la pollution, les déchets, etc. La qualité environnementale d'un intérieur, c'est la lumière du jour, les substances chimiques qui émanent des carapates, etc., etc. L'énergie, c'est sur l'émission en termes d'énergie, la consommation d'énergie, de réduire l'énergie. Du coup, les transports, les critères sont sur, par exemple, donner des facilités pour les gens, les cyclistes, à se changer dans des parkings de bicyclettes, ou même de voir en termes de l'implémentation du bâtiment, est-ce que c'est près des aménités comme les magasins, c'est près d'un bus stop, etc. On gagne des points pour ça. L'eau, c'est l'objectif, c'est réduire la quantité de la consommation de l'eau potable dans un bâtiment, et aussi le recyclage de l'eau, etc.
Matériaux, c'est le volet en termes de les matériaux sourcés localement. C'est aussi combien de pourcentage de matériaux recyclés est dans le matériel qu'on utilise, mais aussi combien de matériaux on n'a pas utilisé en réutilisant quelque chose qui était sur le site avant. La news écologie, ça comprend le changement en termes de l'habitat, de l'écologie autour du site, avec le bâtiment. Ça concerne aussi la news écologie. J'ai un petit blank. Excusez-moi. Oui, l'îlot de chaleur aussi, qu'un bâtiment, ça produit de la température, ça chauffe, et du coup, la température augmente. Ça récompense aussi dans cette catégorie-là. Émissions, c'est tout ce qui est émissions des effluents du bâtiment, que ce soit liquide, que ce soit en utilisant les réfrigérations, etc. Deux autres, c'est innovation et aussi primé dans les certifications. C'est par exemple si vous utilisez l'eau de la mer pour refroidir votre bâtiment. Et une autre catégorie qui a été ajoutée à travers le temps, parce que les certifications étaient essentiellement de l'hémisphère nord, en venant de l'hémisphère sud, on a remarqué qu'il n'y avait pas que l'environnement qui était important dans un projet foncier. Pour le côté socio-économique, c'est l'emploi est important, l'utilisation des PME, l'équité en termes de genre, etc., qui cadrent dans le bâtiment vert. Et bon, ça c'est tous les critères qui font un bâtiment soit vert. Et les bénéfices, il y aura 2 slides en termes de bénéfices des bâtiments verts. Vous pouvez voir ça pour vous-même quelques secondes. Les gens sont plus productifs, les gens travaillent mieux, les gens performent mieux à l'école, les gens dorment mieux. Et les gens achètent aussi beaucoup plus, ce qui n'est peut-être pas une bonne chose dans les magasins. Ça, c'est un autre diapo en termes de... Voilà, c'est si on est dans un endroit, un environnement de la journée qui est bien éclairé naturellement, normalement, les gens dorment mieux par 46 minutes, par exemple. Vous pouvez prendre une photo de ça si vous voulez. Je crois qu'on va aussi share les slides. Alors, en termes des ODD, les Sustainable Development Goals, le bâtiment s'insère dans plusieurs SDGs. On a essayé de faire quelques liens avec les ODD. Du côté biodiversité, c'est les Life on Land, énergie en termes de Climate Action ou bien la section énergie. Voilà. Alors, c'est ce qui démontre un peu comment le bâtiment vert aide à accomplir les ODD, et c'est un composant très important. On sait aussi que les bâtiments consomment 40% de l'énergie terrestre que dans la production des matériaux, etc. Et on s'est dit que c'est ce qu'on appelle le lowest hanging fruit, le fruit le plus facile à cueillir pour attaquer le changement climatique. Alors, un petit peu sur Maurice. Le Green Council existe pendant 10 ans. Moi, je suis dans ce secteur pendant plus de 15 ans. Et je peux dire qu'aujourd'hui, après tout ce temps, les gens comprennent c'est quoi un bâtiment vert, qui n'était pas vraiment le cas il y a une dizaine d'années. De plus en plus, les clients demandent des bâtiments verts, les clients s'intéressent à l'orientation de leur bâtiment, qu'est-ce qu'ils utilisent, etc. C'est un petit peu comme le textile, j'imagine, où les gens deviennent de plus en plus conscients. Nous, on a fait l'éducation pour plus de 200 professionnels dans les cours qu'on a fait à travers les années. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de professionnels qui sont formés et certifiés Green Building à Maurice. Notre but, c'était pas vraiment de promouvoir la certification, c'était vraiment de promouvoir l'éducation pour que les gens comprennent c'est quoi un bâtiment vert. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui demandent des certifications. Il y a beaucoup de bâtiments aussi qui sont certifiés à Maurice. Bon, le premier qui a été certifié, c'est la banque de Mauritius Commercial Bank, qui est un projet phare, mais qui est aussi un peu qui
qui représente le green building un peu d'une façon qui est pas trop ordinaire. Les gens pensent que peut-être ça doit être futuristique pour que ce soit green, mais le green, ça peut ressembler à un bâtiment tout à fait normal. Il y a beaucoup plus de produits et aussi des services qui sont offerts à Maurice, de plus en plus des produits verts. Et je pense qu'avec Sunref, ça va augmenter. Et c'est ça qui est bien dans la promotion des produits verts et l'investissement vert. Et on dit tout ça, quand même, l'industrie de bâtiments verts, je pense qu'elle est toujours embryonnaire. On fait beaucoup plus de ça, mais ça reste toujours... Il y a beaucoup de conventionnels, il y a beaucoup de projets qui sont faits sans réflexion. Des fois, c'est aussi à cause de problèmes budgétaires. Mais il faut savoir qu'on peut faire du verre sans aussi dépenser de l'argent. Et ça, c'est une discussion qu'on veut mettre aussi sur la table pour le projet Sunref. Parce que ça ne veut pas dire que toujours il faut ajouter quelque chose pour pouvoir faire du verre. On peut enlever quelque chose et faire du verre. Et OK, en termes de Regulative Framework, nous on a eu l'occasion de travailler pour comprendre un petit peu le cadre légal. On a un acte. Avant c'est un bill qui devient un acte. Sous l'acte, on a des réglementations, des regulations. Et sous les regulations, on a des codes. En 2012, on a pu faire l'acte, qui est vraiment, celui qui étale sur le tout. Je vais vous montrer un extrait. On a inclus ça parce que le Building Control Act avait le dernier, je crois, c'était en 1918 ou quelque chose comme ça. En 2012, on a refait le acte et j'ai pu travailler dessus. On a ajouté justement les quelques paragraphes qui aident à faire les réglementations et à faire les codes. Alors là, on parle que good and environmental quality, un peu les choses qu'on retrouve dans tout ce qui fait un bâtiment vert, well-being, le confort, la productivité des occupants, le waste management, protection contre le son, energy saving, et aussi réduction dans les lots de chaleur. C'est fini. C'est fini? Ouais, mais je suis fini aussi. Il y a le Planning and Policy Guidelines qui existe depuis pas mal de temps. Il y a beaucoup de tips dessus. Mais malheureusement, on a le acte, on n'a pas de régulation, on n'a pas de code à ce jour. Pourtant, on a travaillé sur plusieurs itérations de ça. Et j'espère que ça va venir. Merci, Michael. Merci à toi. Merci. Alors effectivement, Tony met en avant le fait que dans le cadre réglementaire, on pourrait être un peu plus précis, un peu plus d'enforcement, un peu plus d'obligations dans ce cadre réglementaire. On discute de cela au niveau de Business Mauritius et des comités Energy Efficiency Management Office, ministère de l'Énergie, MPI, etc. Mais on prend aussi le pari de se dire que si l'offre financière change, les conditions de l'offre financière changent, la demande aussi peut changer. Donc Sunref est lié à cela. On peut travailler sur la réglementation, mais ce qu'on veut vraiment avoir aujourd'hui, c'est de dire on a un outil de financement qui influe, j'espère que je ne me trompe pas, les banques, c'est ça, c'est vraiment d'influencer la demande et de vous cadrer, de vous guider à travers des solutions pour le bâtiment vert. Et je laisse la place à notre ami Philippe pour, au lieu de 5, 3 minutes, nous dire concrètement qu'est-ce qui est éligible bâtiment vert et Sunref. Tout à fait. C'est derrière toi, pardon. 3 minutes. OK. 2 minutes 50. Voilà, donc je vais être très court. Je rebondis sur ce que vient de dire Michael à l'instant. Maintenant, il faut, effectivement, quand on parle de green building, avec les outils de certification qu'on a à notre disposition, ensuite, il faut, quand on parle de financement, Sunref, il faut organiser les choses. Comment on les organise ? Il y a 2 grandes thématiques, en fait. Et je pense que l'exposé de Tony abordait déjà un petit peu ce sujet-là. Le premier volet, c'est l'atténuation. Aujourd'hui, dans les projets de green building qu'on peut voir, y compris à Maurice, c'est que la composante atténuation est quand même dominante. C'est-à-dire l'aspect recours aux énergies renouvelables, efficacité énergétique. Ce sujet, on l'a déjà abordé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dans le détail là-dessus. Simplement, on décline toute une série de solutions d'efficacité énergétique, par exemple, dans un green building. Et le challenge, c'est d'arriver à un résultat, de pouvoir le qualifier.
ce résultat. C'est un peu ce que j'ai mis sous le chapitre indicateur, c'est-à-dire d'avoir une performance globale du bâtiment qui soit chiffrée en kilowattheure énergie finale par mètre carré par an. Et donc, sur la base de cette quantification, de cette performance énergétique, des solutions qui ont été choisies, on va pouvoir asseoir un financement sur les financements. Le deuxième volet, c'est l'adaptation. Alors ça, c'est un cadre qui est peut-être un peu plus nouveau, d'une certaine façon. Je dirais, ce qu'on cherche, c'est avoir un bâtiment qui soit plus résilient face aux enjeux du changement climatique. Et les grandes thématiques, ce sont celles qui sont mentionnées sur ce slide. Les effets du changement climatique, c'est traiter des phénomènes d'inondation, vents cycloniques, phénomènes îlots de chaleur, en particulier dans les zones urbanisées, la gestion des eaux pluviales, système de drainage, par exemple, et puis l'érosion des terrains. Ça, c'est quelque chose qu'on observe un peu partout, y compris ici à Maurice, qui est l'érosion des terrains et l'affaissement. Donc, toutes ces thématiques-là sont celles, je dirais, du changement climatique. Donc, la politique d'adaptation sur un bâtiment vert, c'est d'essayer de traiter ces questions, alors peut-être pas toutes, ça dépend de la localisation du bâtiment, mais en tout cas de les traiter, voilà. Donc, pour être concret, une fois qu'on a un projet de bâtiment neuf à construire, on va traiter un certain nombre de ces aspects et ça se traduire par des coûts, par des investissements. Donc tout le challenge va être de chiffrer ce qu'on pourrait appeler des surcoûts liés à des bâtiments qui vont être, par exemple, avec des fondations renforcées, des systèmes de drainage optimisés, permettant de traiter des eaux pluviales, par exemple. Voilà, donc, ou les phénomènes d'îlots de chaleur, comment on va isoler un bâtiment sur les façades les plus exposées au rayonnement solaire. Donc, on identifie ces investissements, on calcule les surcoûts par rapport aux standards habituels et on assoit le financement Sunref sur ces données. Donc, voilà un petit peu la méthode que l'on propose dans le cadre de Sunref sur cette thématique des bâtiments verts. Merci Philippe. Vous voyez bien qu'on est à la frontière de notre mi-journée et on est aussi à la frontière entre l'atténuation et l'adaptation. C'était conduit comme cela dans la journée, puisque bâtiment vert, il y a une composante atténuation avec des économies d'énergie que vous avez dans le bâtiment, et donc primée à 5%, pour ceux qui nous ont bien suivis ce matin. Et puis, adaptation avec ces grandes thématiques que vous voyez là, et qui donc, dans le bâtiment, vont aller être primées jusqu'à 15% sur le montant éligible à Sunref. Et donc, comme je vous le disais, c'est vraiment travailler sur la demande à travers un outil financier qui peut créer un peu plus d'appétit et pousser les porteurs de projets à se poser des questions sur ces grandes thématiques. Alors après, on peut rentrer encore plus dans le détail. Je suis sûr que vous pouvez avoir 36 000 questions autour d'îlots de chaleur, système de drainage, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que les banques sont capables de vous accompagner dans le financement de ces thématiques-là. Et l'assistance technique est à votre disposition, porteur de projet bâtiment vert, pour mieux qualifier vos investissements, mieux décider en amont vos solutions technologiques dans la construction. On sera là pour aider ces porteurs de projets-là. On ne sera pas là, par contre, pour prendre la place de vos propres consultants. Soyons clairs. On ne va pas prendre nos fonds pour aller faire vos études. S'il vous plaît, c'est clair ? On va être là pour accompagner vos consultants, parce qu'on ne va pas prendre la place des consultants qui sont déjà sur le marché mauricien. Donc, vous avez vos consultants, vous travaillez, mais nous, on peut être là en parallèle pour définir tout ce qu'on peut avoir dans le bâti en atténuation, en adaptation. Je voulais clarifier cela. On a une séquence qui est de 5 à 10 minutes, on va voir si vous voulez manger moins. Je prends déjà celles qui sont là, parce que c'était le but du jeu. Donc c'est celles qui sont là. On avait des questions qui étaient intéressantes sur la mobilité électrique. Et c'est vrai que c'est une nouveauté pour cette phase Sunref à Maurice. Mobilité électrique, source énergétique des véhicules, enfin quel type de source énergétique pour alimenter cette mobilité. On a eu une question sur les véhicules hybrides ou pas. Est-ce qu'on est 100% électrique ou pas? Tu me corriges si je le fais mal, mais c'est-à-dire que les conditionnalités qu'on a fixées pour la mobilité sont effectivement de pouvoir
travailler avec des puissances équivalentes. C'est-à-dire, on va avoir des bornes de recharge. Et les bornes de recharge, ça va être notre point de départ. Et de se dire qu'on part sur une borne de recharge un minima de 20 kW. Après, alors, ça peut être 6 x 2. La borne peut faire 8 kW ou 3 bornes peuvent faire 20 kW. C'est ça que je veux dire. Mais il faut un minima de bornes de recharge de 20 kW qui alimentent une flotte. Et lesquelles 20 kW minimum sont alimentés en puissance, on raisonne toujours en puissance, à 20 kW solaire, ou 20 kW, j'en sais rien, mais enfin de production ENR. Je pense à solaire, ça sera plus direct pour nous, à Maurice. Solaire PV. Donc on raisonne bien les bornes, puissance minimale 20 kg, vous pouvez monter après, mais on va essayer de travailler nous sur des projets de 20 kW minimum, des bornes qui alimentent une flotte de véhicules. Et il y avait une question justement à cela qui disait que est-ce qu'un groupe peut investir et avoir des flottes de véhicules pour les employés, etc. Et évidemment, c'est typiquement ce qu'on cherche, des flottes de véhicules, des bornes avec un minima de 20 kW et une production équivalente en puissance en solaire PV. Voilà pour la mobilité. Alors on pose la question si une association peut se regrouper en petites moyennes entreprises, par exemple, notamment des hôteliers, se regrouper et aller discuter directement avec les banques plutôt que d'avoir 36 entreprises. C'est une possibilité. Donc, négociation commerciale avec les banques, vous pouvez bien évidemment échanger et avoir des réponses par rapport à cela. Alors après, je veux bien ouvrir une ou deux questions. Sachant que le but du jeu était de pouvoir le faire sur la plateforme. Règle du jeu aussi, c'est dès que vous allez commencer à faire une démarche commerciale, je vous arrête. Pas de marque, pas de fournisseur, etc. Vous pouvez évidemment parler d'une technologie, mais on ne va pas prendre 5 minutes à présenter mon produit miracle. Et on va aussi donc être le plus précis, donc je vais venir à la question. Allez, qui se lance ? Ou mes règles du jeu sont trop restrictives. Un ici, un ici. Ouais, tu peux déjà... Je prends d'abord ici et puis le monsieur. Oui, bonjour Jean-Pierre Hardy. Ma question est peut-être hors sujet, mais je voulais la poser parce que je pense que je suis autour du bon panel. Comment se fait-il que les vendeurs de voitures électriques n'imposent pas aujourd'hui à leurs clients d'avoir des panneaux solaires sur leur toit pour éviter de brancher leur voiture électrique avec du fossile ? Une première, la deuxième. Bonjour, Boupen Duba, président de UCD Africa Green. On vient de présenter le projet Green and Creative 4 bornes, sous laquelle on a un bâtiment à 4 bornes à transformer en bâtiment green, environ 10 à 15 000 pieds carrés, et avec une sorte de dôme photovoltaïque en haut, mais ce sera, comme vous venez de dire, ce sera en forme de consortium. Ce sera pour le projet Green and Creative 4 bornes. Et deuxièmement, je vois que dans la page 3, vous avez une assistance financière gratuite pour l'élaboration du projet. Nous avons déjà travaillé la moitié du projet avec la MRC. Il nous faudra bien sûr essayer de voir avec vous, avec le consortium, comment cette fois-ci travailler ce bâtiment modèle à 4 bornes. Merci. Je réponds directement à celle-ci parce qu'elle est assez simple. C'est ce que je disais 2-3 minutes avant, là, c'est-à-dire on est prêt à accompagner et discuter, on est à disposition. On mobilisera des experts précis qu'on a dans l'équipe pour vous aider et aussi aider vos consultants. Il va falloir quand même avoir de l'expertise chez vous aussi. Et après, évidemment, il faut quand même avoir un dialogue avec les banques parce que si on mobilise du temps à vous aider et que, in fine, il n'y a pas un dialogue qui se monte sur la partie crédit, on aura... Est-ce que vous voulez apporter un complément? Non? C'est très clair? Donc, démarche commerciale, encore une fois, on veut bien accompagner techniquement aussi longtemps que derrière, on sait qu'il y a un dialogue pour une démarche de crédit. Bon, ça sera à discuter. Et sur la question du voiture électrique, toiture, obligation d'avoir du solaire, moi je ne suis pas censé répondre. Quelqu'un veut jouer le jeu? Allez, ben je réponds si vous voulez. Allez, d'accord. Donc c'est très clair que il y a un rôle, il y a un rôle du vendeur de véhicules effectivement, mais il y a aussi un rôle très policy.
Et il faut pouvoir avoir ça un peu plus dans un cadre réglementaire. Cadre réglementaire, ça va aussi pouvoir impacter le taux de pénétration des énergies renouvelables sur le grid et le raccordement au réseau, et donc la discussion avec l'opérateur national, Central Electricity Board. Donc tout ça, mis bout à bout, ça fait beaucoup de choses à les déverrouiller. Mais ce qu'on cherche avec l'outil Sunref, c'est de ne pas ramener 50 000 véhicules électriques demain, c'est de commencer à aller dans une transition pour voir des véhicules 100% électriques. Du coup, j'y réponds, on est bien sur des véhicules 100% électriques et non pas hybrides, pour qu'on puisse avoir une transition vers un parc qui grandit. Alors, on a pris la démarche de travailler avec le ministère de l'Énergie sur un Electric Vehicle Roadmap, qui est quasiment finalisé, et le ministère de l'Énergie aura la responsabilité dans les semaines à venir de pouvoir communiquer et diffuser ce rapport. Et on espère donc, à travers ce Electrical Vehicle Roadmap national, pouvoir rendre ces choses au niveau policy plus clair. Comme je veux, sauf si tu tiens vraiment... Allez, j'étais tellement restreint ce matin que... Non, c'est les véhicules électriques, enfin qu'un particulier est intéressé par un véhicule électrique, c'est une bonne démarche. Maintenant, effectivement, toutes les études montrent, avec le progrès sur les véhicules thermiques aujourd'hui, un véhicule thermique, aujourd'hui, les normes européennes donnent un facteur d'émission de 90 grammes par kilomètre. 90 grammes de CO2 par kilomètre pour un véhicule thermique de nouvelle génération. On était à 130 il y a encore relativement peu de temps. Si vous branchez votre véhicule électrique sur le réseau et si vous intégrez le contenu carbone de l'électricité, dans le cas de Maurice, eh bien vous allez avoir, une émission de CO2 équivalente qui va être relativement élevée, comparable à celle d'un véhicule thermique. Il faut le dire, hein, c'est comme ça que ça se présente. Donc du coup, c'est vrai que pour un véhicule électrique, si on veut être complètement, comment dire... 100% solaire. Environmentally friendly, si on veut quelque chose qui soit vraiment correct, il faudrait effectivement équiper sa maison d'un capteur solaire et d'une recharge solaire. Parce que souvent on dit de la borne à la roue, quand le véhicule roule, le véhicule électrique ne produit pas de polluants. Donc le problème, c'est bien sûr la source d'électricité qui est utilisée. Et donc c'est vrai qu'il faudrait trouver un système, qui permette aux particuliers, alors soit, je ne sais pas par quel biais, mais le fait qu'ils puissent s'équiper de systèmes solaires. Parce que sinon, on a le résultat que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'émission de véhicules électriques est comparable à celle d'un véhicule thermique. Voilà. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a fixé ces conditionnalités. Travailler d'abord sur les bornes, la flotte et la puissance équivalente. Donc on raisonne bien en puissance équivalente. Et les 3 catégories sont éligibles à 5%. La flotte de véhicules, la borne, le solaire PV qui va avec. Oui, bonjour. Je comprends que beaucoup de projets d'énergie renouvelable ou de panneaux solaires pour des particuliers nécessitent la permission ou les autorisations du CEB. Et que beaucoup de projets sont dans l'attente de ces autorisations. Peut-être que Business Mauritius a plus d'informations à ce sujet. Je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs et d'entrepreneurs dans cette salle qui ont des projets qui ne peuvent pas avancer, qui ne peuvent pas aller de l'avant du fait des autorisations du CEB qui n'arrivent pas, ou de politiques à mettre en place par le CEB qui ne sont pas en place. En particulier, est-ce que c'est possible, si j'achète une voiture à énergie électrique, est-ce que c'est possible pour moi de mettre un panneau solaire sur ma maison et est-ce que j'ai besoin d'une autorisation du CEB ou pas? Alors, je prends la requête par rapport à Business Mauritius. On a une ligne de dialogue assez cordiale avec le CEB et du reste, on est physiquement voisins à Eben, donc on se parle. On a déjà engagé des discussions avec l'AFD, en présence de l'AFD, avec le CEB. Il y a peut-être 3 mois, je sais à peu près 3 mois, justement on dit qu'on va envoyer un signal sur le marché en disant mobilité électrique, c'est maintenant éligible. C'était quelque chose qu'on ne traitait pas avant. En envoyant le signal sur le marché, le CEB a trouvé aussi un intérêt à se dire il faudrait qu'on puisse collaborer, créer un scheme spécifique. On y travaille, il y a du dialogue là-dessus. Encore une fois, je le redis, c'est des contraintes
qui peut dépasser juste le cadre critères d'éligibilité financière, critères d'éligibilité technique ici, et qu'on a cette ligne de discussion et qu'on souhaiterait effectivement aboutir, pourquoi pas, dans quelques mois, semaines, à un véhicule électrique scheme. Bon, mais oui, c'est-à-dire c'est un produit Sunref qui arrive et qu'on doit pouvoir justement travailler sur l'écosystème qui va en parallèle. Et je pense que l'AFD s'est pas trompé en demandant à Business Mauritius d'être l'assistance technique de Sunref. C'est que par ailleurs, on a aussi des lignes de discussion avec l'ensemble des services de l'État et avec la contribution de l'AFD, on continuera à développer avec le CEB cette action. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle ce matin, mais s'ils veulent réagir, avec plaisir. Je ne peux pas tout prendre. Il y a déjà une personne qui a un micro ici, puis il y a quelqu'un au fond peut-être, et après je dois... Pour le déjeuner. Donc Thibaut, c'est ça? Non, à côté. Michael, moi j'ai une question sur toujours e-mobility. Est-ce que le loan Sunref serait applicable sur un investissement seulement dans les bornes? Donc, pas de flotte de véhicules. Demain, je suis propriétaire de plusieurs terrains à Maurice avec des espaces bureaux commerciaux. Est-ce que j'aurais pu faire un investissement 20 kW par site que dans les bornes? Est-ce que ça s'appliquerait? Je ne suis pas sûr moi-même d'avoir... Donnant ainsi la possibilité à tous mes tenants d'avoir des véhicules électriques. Ah, d'accord. Les bornes, effectivement, est un équipement éligible. C'est-à-dire, à un moment donné, on s'est posé la question, là, on a la liste d'équipements que j'ai dit tout à l'heure, la liste d'équipements et des mesures éligibles qui permet de faire du fast-track. On est en train de regarder en assistance technique pour voir, dans la séquence véhicules électriques, qu'est-ce qu'on peut découper et éventuellement apposer sur cette liste-là pour pouvoir... Mais c'est quelque chose qu'on va... Comme c'est nouveau pour le marché, c'est aussi nouveau pour l'assistance technique, on regardera avec attention ce que tu proposes. Bonne et soleil, bien sûr, mais très clairement, on me dit que c'est éligible. la flotte. Voilà. Okay. On va le dire avec le micro un peu plus fort, c'est éligible. Ok, merci. Allez, la dernière. Oui, merci Mika. J'ai une question pour Philippe. Suite à sa comparaison sur les nouvelles versions de moteurs thermiques et moteurs électriques pour le bilan carbone, est-ce qu'il a des informations sur la fabrication de ces nouvelles versions thermiques ou électriques? C'est-à-dire pas l'utilisation de la voiture, mais je dirais la fabrication de la voiture, avec la problématique des mines pour les batteries, enfin tout ça. Un bilan carbone général, au complet, sur la chaîne de valeur. Je ne sais pas si tu veux te lancer. Et après, on parlera du bilan carbone du déjeuner. Voilà. Donc c'est compliqué. Bon, faire une analyse du cycle de vie, ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie d'un véhicule, c'est quelque chose de très complexe. Hein, je dirais aujourd'hui, je ne connais pas maintenant, je n'ai peut-être pas toutes les informations, mais de fabricants automobiles qui puissent dire voilà la situation comparée d'une voiture thermique, d'une voiture électrique, avec tous ses composants. C'est quelque chose de monstrueux comme calcul. Il faut des bases de données énormes. Et je pense qu'aujourd'hui, personne ne s'est vraiment lancé dans cette aventure-là. Simplement, ce qu'on a fait, ce qui a été fait, on trouve beaucoup d'études là-dessus, c'est des analyses vraiment CO2 liées au carburant utilisé pour un véhicule thermique ou l'électricité utilisée pour le véhicule électrique en fonction des hypothèses je dirais, des mixtes électriques dans chacun des pays, ce qu'on appelle les facteurs d'émission, qui restent quand même relativement élevés ici à Maurice. C'est contenu de CO2 au kilowattheure produit. Donc il n'y a que ces études-là, à ma connaissance, qui ont été menées, mais pas d'études d'analyse de cycle de vie sur le véhicule complet, à ma connaissance. Ouais. Il y a un très bon article à lire qui est la face cachée de la transition énergétique. Voilà. Et oui, c'est ça. Donc, je vous propose d'aller en pause déjeuner et de se retourner en salle. Et mes collègues veilleront à cela à partir de 13h. Merci beaucoup.